Welcome to the annual OER Dynamic Coalition webinar for the Open Education Week 2023. Bienvenue. Merci à tous de vous joindre à nous. Il s'agit de la 3e édition depuis la lance de la coalition. Il s'agit d'activités qui permettent de promouvoir l'éducation ouverte à travers le monde. Et donc, sous l'égide de la coalition, nous allons examiner les bonnes pratiques suite à la recommandation 2019 de l'UNESCO au niveau gouvernemental institutionnel afin de renforcer les meilleures pratiques dans le domaine de l'éducation. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui Monsieur Jelassi, ADG responsable de la communication et de l'information. Monsieur Jelassi, vous avez la parole. Merci beaucoup, Zena, mesdames et messieurs. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire de la coalition éducation ouverte à l'occasion de la semaine de l'éducation 2023. Cette semaine est un événement annuel, comme vous le savez, pendant lequel différentes parties prenantes partagent leurs meilleures initiatives sur les pratiques ouvertes dans le domaine de l'éducation. Je suis ravi de voir autant de participants venant d'horizons très divers, y compris gouvernements, étudiants, enseignants, partenaires de la société civile, archivistes, bibliothèques. La recommandation 2019 de l'UNESCO a servi de catalyseur pour l'engagement global en faveur de l'éducation ouverte. En 2021, c'est avant le lancement de la coalition, elle a été lancée afin de promouvoir la coopération internationale entre les parties prenantes et partager les meilleures pratiques afin de créer des synergies et des réseaux dans la mise en œuvre de la recommandation 2019 de l'UNESCO. La coalition regroupe des parties prenantes et des experts d'États membres, des commissions nationales de l'UNESCO, de ministères, d'organisations intergouvernementales ainsi que des agences spécialisées, la société civile et le secteur privé. Cette coalition est fort dynamique. Elle compte désormais environ 500 membres, y compris 87 États membres et 11 petits États insulaires en développement. Je sais que nombreux sont ceux parmi vous qui sont membres de la coalition. Je voudrais inviter ceux qui ne le sont pas encore à nous rejoindre. Depuis 2020, la coalition a organisé presque 40 événements dans différentes parties du globe et c'est dans le cadre de cette coalition dynamique que cette session annuelle est organisée chaque année. Chers participants, chers collègues, mesdames et messieurs, l'UNESCO s'engage à faciliter un accès plus ouvert à l'éducation. Cet effort nécessite la participation et le soutien des États membres, des institutions, de la société civile, mais aussi de la communauté académique, en particulier les universités. En ayant cette approche multipartite à l'esprit, la discussion sur le bilan des 4 années de mise en œuvre de la recommandation sur les ressources éducatives libres, cette discussion est menée avec un panel de contributeurs venant de différents horizons. Cet exercice est avantageux de plusieurs manières. Les rapports permettent d'identifier là où des efforts supplémentaires doivent être faits. Les données peuvent servir de base pour la conception, la mise en place et le suivi des stratégies. Ces rapports peuvent également mettre en évidence des domaines de coopération potentiels pour l'avenir. La recommandation de l'UNESCO sur les ressources éducatives libres stipule que la facilitation de la coopération est un des domaines stratégiques clés pour exploiter le grand potentiel des ressources éducatives libres afin de soutenir un apprentissage de qualité ainsi que le partage des connaissances. Je suis certain que les meilleures pratiques qui vont être partagées aujourd'hui pendant ce webinaire seront une source d'inspiration pour nous tous. Dear participants, ladies... Chers participants, mesdames et messieurs, comme cela a été dit
lors du sommet transformation de l'éducation qui s'est tenu à New York l'année dernière. La mise en œuvre de la recommandation ER est une phase essentielle dans la transition vers une société reposant sur les connaissances. Je suis convaincu que ce webinaire nous permettra à la communauté de l'éducation ouverte de procéder à un dialogue, à un échange qui nous aidera à bâtir un meilleur avenir où chacun et chacune aura accès aux ressources d'éducation ouvertes et où chacun pourra bénéficier des opportunités d'apprentissage. Je vous souhaite à toutes et à tous un webinaire fructueux et une semaine de l'éducation réussie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Gelassi. Merci beaucoup. C'est un honneur pour nous que vous soyez joints à nous aujourd'hui. Nous savons que vous avez un emploi du temps très chargé. Merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous. Merci beaucoup. Et c'est un grand honneur pour nous. Il s'agit du docteur Pereira de Oliveira. Il est directeur adjoint de l'Institut multidisciplinaire pour le développement humain à l'Université technique de Rio de Janeiro au Brésil. Il est également chercheur au laboratoire d'innovation sur la santé à l'Université de Rio del Norte au Brésil. Carlos va intervenir sur des travaux particulièrement intéressants qui font le bilan de ce que nous avons compris dans le domaine de la santé. Merci beaucoup. C'est un honneur d'être parmi vous et je suis ravi que nous ayons cette possibilité lors de partager notre savoir-faire dans l'utilisation des OER dans le domaine de la santé. Tout d'abord, je voudrais faire le point sur la situation au Brésil en ce qui concerne l'utilisation des ressources d'éducation ouvertes. Nous considérons que l'OER doit être une politique gouvernementale. Il ne s'agit pas simplement de signer un document que nous adoptons l'OER, les ressources éducatives ouvertes, libres. Nous devons faire en sorte que ces ressources puissent être utilisées au Brésil. Il est intéressant de relever que nous avons environ 5 millions de travailleurs sociaux dans le domaine de la santé. Il a fallu les former dans le domaine de la promotion de la santé et aussi pour aider les soins essentiels dans les centres de soins, dans le nord du Brésil, dans l'Amazonie, et certains sont près de la Patagonie. Et il y a beaucoup de difficultés. En 2011, nous avons pris la décision qu'il serait impossible de faire en sorte que tous les travailleurs dans le domaine de la santé soient qualifiés partout au Brésil. Il faut aider les communautés dans le domaine de l'information. Ces communautés devaient en bénéficier dans des brefs délais et nous avons compris que le système existant ne fonctionnerait pas. Donc en 2011, dans le domaine de la santé, avons commencé à utiliser des outils technologiques avec nos communautés de professionnels à ce moment-là. Et ensuite, en 2015, j'ai été invité à travailler avec un laboratoire technologique dans une université dans le sud du pays. Nous avons un outil qui s'appelle Avacus où nous regroupons des informations, différentes données provenant de différents systèmes gouvernementaux afin de savoir nous savons qui nous sommes nos travailleurs, nous savons où ils se trouvent,
nous connaissons leurs résultats dans le domaine de la santé et à ce moment-là, nous sommes en mesure de recommander qu'ils suivent des formations ou qu'ils prennent contact avec un autre professionnel près d'eux selon ce même scénario. Aussi, nous pouvons inviter la personne concernée à rejoindre une de nos communautés de pratiquants dans ce domaine de la santé. Et en ce moment même, nous avons 238 programmes de formation avec plus de 3000 participants. Tous sont disponibles. Tout enseignant a la possibilité de télécharger, d'exploiter ces outils, ces éléments. Et ces supports peuvent être utilisés aussi bien par le secteur public que par le secteur privé. Il s'agit là juste pour vous donner une idée, à ce stade, nous avons 1,6 million de personnes certifiées, ce qui veut dire que les certificats délivrés par l'université aux travailleurs de santé, en ce qui concerne l'enregistrement, nous avons plus de 2,5 millions d'étudiants et nous voulons atteindre le seuil de 1 million d'étudiants actifs sur la plateforme dans notre environnement d'apprentissage. Il est très important de relever que toutes les REL sont certifiées 4.0 et tout le monde, à travers le monde, peut utiliser ces éléments. Certains éléments sont en espagnol, d'autres en portugais, et nous possédons une expérience d'ailleurs avec le Swahili. Cela a été vraiment une expérience particulièrement intéressante pour nous. Il y avait un groupe en Tanzanie qui nous a écrit, il voulait suivre une de nos formations pour les agents de santé communautaires. Nous avons dit, nous n'allons pas faire les choses comme ça. Nous allons vous rendre visite en Tanzanie et nous allons travailler ensemble afin d'adapter les REL à vos besoins. Car dans le domaine de la santé, l'une de nos tâches ne consiste pas simplement à traduire d'une langue à l'autre. Dans le domaine de la santé, parfois, il faut adapter ces supports, ces éléments aux besoins d'autres pays. Donc, nous nous sommes rendus sur place et à présent, ils sont utilisés en Tanzanie. Donc, voilà un exemple de ce que nous avons fait, de ce qui est important, très important pour le développement durable, bien sûr, mais aussi pour l'ODD 17 où nous pouvons partager nos connaissances, nos connaissances institutionnelles, et cela avec le soutien du gouvernement. Et tout ce que nous faisons à l'Université fédérale se fait donc avec des fonds fédéraux. Et au Brésil, l'une des autres choses que je voudrais partager avec vous est que chaque formation dans le domaine des REL sont bénéficiant d'un financement fédéral doit être assurée auprès de toute la communauté. C'est très important car cela a été financé avec des fonds publics et chacun doit avoir accès. Je conseille vivement que qu'après 4 années, après cette recommandation, nous avons donc traversé la pandémie, nous avons eu des difficultés concernant les pays pauvres, les sociétés pauvres, les communautés concernées pour permettre l'accès au REL et
et beaucoup de difficultés pour que tout cela soit adopté par de nombreux pays, y compris au Brésil. Et il s'agit d'améliorer cette utilisation des REL. Et je crois sincèrement que les REL sont un élément fondamental pour l'accès à l'éducation et la priorité de l'éducation qui est la science ouverte, les connaissances ouvertes. Voilà les premiers éléments que je voudrais partager avec vous et la pertinence des REL dans le secteur de la santé. Nous aimons bien utiliser le hashtag Learning Saves Lives, c'est le hashtag, et cela nous a permis de sauver des vies pendant la pandémie, car nous avons utilisé les REL et tous ces éléments sont accessibles à titre gratuitement. Merci beaucoup. Je crois que vous avez vraiment fait comprendre que le REL concerne le partage de connaissances. Les REL, d'ailleurs, ont sauvé des vies dans le contexte brésilien et il s'agit des caractéristiques du partage de connaissances dans différents contextes, et ici dans le domaine de la santé, ainsi que le partage des différents aspects de contextualisation, d'adoption de différentes connaissances par le biais de la traduction, afin que tout cela soit utile. Et merci beaucoup de souligner que cette recommandation concerne vraiment le partage des connaissances de l'avancement vers l'atteinte des ODD. Et l'éducation, c'est beaucoup plus que l'ODD 4. Il s'agit de bâtir les sociétés de connaissances. Merci beaucoup. Je voudrais demander Nivo Ralamboranto, votre collègue depuis quelques années, chef de service d'innovation technologique, direction des technologies de l'information et de la communication, et au ministère de l'Éducation nationale de Madagascar. Nivo travaille avec son équipe sur un projet phare du ministère pour l'intégration durable des TIC dans les systèmes éducatifs de Madagascar. Nivo a un Master 2 en éducation, médias, ingénierie, d'éducation à distance de l'Université de la Sorbonne Paris-Toi, un diplôme de l'École nationale d'administration de Madagascar et un diplôme de gestion de projet. Vous avez la parole. Je vais vous parler des initiatives entreprises en termes de mise en œuvre de la recommandation sur les ressources éducatives libres à Madagascar. Je vais vous parler du domaine d'action dans la recommandation qui correspond à ces initiatives et puis des objectifs, des parties prenantes et un peu des retours obtenus des bénéficiaires de ces ressources et enfin la limite qu'on a rencontrée. Pour promouvoir les ressources éducatives libres, le ministère a privilégié le domaine d'action qui touche l'accès et les activités phares, en fait, étaient la conception et puis ensuite le partage des ressources éducatives libres. Pour l'activité de conception, cela s'est basé sur les besoins tirés des différentes études, entre autres le constat sur le ratio élèves et manuels scolaires. Et puis ensuite, le constat sur les compétences des enseignants, puisque un enseignant sur 5 dans les écoles primaires de Madagascar n'ont pas bénéficié d'une formation pédagogique avant de commencer leur carrière. Et puis donc, les conceptions qu'on a faites se sont concentrées sur des ressources pour toutes les disciplines confondues et pour tous les niveaux. Des ressources éducatives qui peuvent être exploitées pendant le cours par les enseignants, mais aussi pour les apprenants pour réviser. On a aussi conçu des ressources d'auto-formation qui sont sous licence libre pour le renforcement de compétences des enseignants du primaire et toutes ces ressources, en fait, sont sous différents formats, vidéo, son ou radiophonique, PowerPoint, digital et aussi PDF. En ce qui concerne la publication, le partage des ressources, le choix des canaux de division sont justifiés sur le fait que les habitudes malgaches, pour une raison ou pour une autre, sont assez disparates.
Seulement 7,5% de la population a un accès à Internet et puis 24,8% de la population a l'accès à l'électricité. Et donc, sur l'utilisation de la radio, on n'a pas de données précises, mais on sait que environ 58% des personnes qu'on a interrogées pendant une enquête sur les médias par Géopol ont confirmé avoir au moins écouté la radio une fois par semaine. Et donc, les REL produites sont sous différents formats et on a pu exploiter les différents canaux et dans le but, bien sûr, d'augmenter la portée et l'accessibilité des REL en ligne ou hors ligne. Donc, on a conçu une plateforme pour la mise à disposition des ressources d'auto-formation pour les maîtres. Et puis, on a distribué 10 000 tablettes pour un accès hors ligne. On a inséré dans les tablettes les ressources d'auto-formation pour les maîtres, mais aussi les ressources éducatives pour les enseignants et pour les apprenants à utiliser en classe. Et on a mis à jour la bibliothèque numérique du ministère et on a mis dedans toutes les ressources qu'on a conçues. Et puis, la dernière, on a diffusé sur les ondes nationales les ressources qui sont sous format radiophonique. Les parties concernées par l'activité de conception et de diffusion étaient bien sûr les enseignants des établissements scolaires, les concepteurs, les apprenants aussi, mais aussi les partenaires du ministère de la Communication comme les autres partenaires, je veux dire, le ministère de la Communication et de la Culture, l'UNESCO, l'UNICEF et aussi Orange. Et donc, les ressources sont en ligne sur une plateforme d'auto-formation on peut accéder grâce à Internet, mais aussi on a distribué à travers les tablettes et puis on peut les écouter à la radio. En ce qui concerne les chiffres, les conceptions qu'on a, en fait, on a environ 1725 ressources qu'on a conçues, des ressources pour les enseignants et les apprenants. Et puis, on a 145 modules d'auto-formation. Et on a, comme je viens de le dire, distribué 10 000 tablettes. On a 1h15 minutes de plage horaire avec la radio nationale où l'on peut diffuser les émissions sous format radio. Concernant les retours sur les utilisateurs de nos ressources, on a pu questionner ce qu'on a doté environ les 1991 enseignants à qui on a doté les tablettes et qui disposent donc des ressources d'auto-formation. Ils pensent que 70% d'entre eux pensent que les ressources sont vraiment utiles et 77% ont d'ailleurs utilisé les ressources d'enseignement pour préparer leurs cours et environ un enseignant sur les deux questionnés ont utilisé les ressources en classe. Par rapport à la diffusion, seulement on a 25 personnes dans les 115 écoles qu'on a enquêtées qui ont répondu avoir écouté au moins une fois les émissions éducatives à la radio. Et donc, comme recommandation, on a vraiment rencontré beaucoup de freins, d'obstacles, mais on a ressorti qu'il nous faut absolument impliquer toutes les parties prenantes puisque c'est coûteux la production et puis la diffusion de ces ressources éducatives libres. Et puis, d'ailleurs, l'activité a été effectuée sous financement pendant le Covid. Et puis, en matière maintenant de qualité, il nous faut absolument améliorer la qualité pour qu'on n'ait plus à inciter les gens à utiliser. On a constaté que les enseignants utilisent facilement les ressources quand elles sont de meilleure qualité. Et donc, on aurait besoin quelque part de mettre en place une stratégie de conception et ensuite de diffusion pour assurer cette qualité-là. Et puis, il nous faut aussi montrer que le ministère est vraiment concerné par la distribution et la conception des ressources éducatives libres et encourager les enseignants à les utiliser encore et encore sous forme de motivation. Ça pourrait être des certificats ou autres, mais il nous faut encourager les gens à utiliser. Et donc, voilà, c'est là que se termine ma présentation et je reste à votre disposition pour toute question. Merci. Thank you. Merci beaucoup, Nivo. C'est vraiment très intéressant et le travail qui est fait en Madagascar est exceptionnel et je sais que vous avez vraiment eu des innovations qui sont utilisées dans d'autres pays et vous avez aussi une politique sur les ressources éducatives libres qui est bien connue
en Afrique et ailleurs. Et votre travail, merci beaucoup pour nous avoir partagé avec nous l'importance du travail du gouvernement et du ministère de l'Éducation pour promouvoir les ressources éducatives. Avec ceci, je vais passer la parole à notre collègue Arnaud Magdelaine, qui est de l'Université de Nantes. J'ai les biographies en anglais, donc je vais passer à l'anglais, mais je crois qu'Arnaud va faire sa présentation en français. Donc, our next speaker is Arnaud French. Au prochain orateur, Arnaud Magdelaine, directeur du Centre de développement pédagogique de l'Université de Nantes pour accélération du transfert de connaissances avec les institutions, les entreprises en France et les présidents de la section française de l'Association internationale de la pédagogie universitaire. Et il est membre de OBVIA et il est vice-président pour l'organisation pour Ascoria et président du réseau national du centre de réseau et il travaille également pour l'Institut d'évaluation des ressources éducatives libres en Wallonie et il copilotait le 30 Congrès international IOP en 2022 à Rennes. Je lui donne la parole. Merci beaucoup Zeynep et bonjour à toutes et à tous et merci de nouveau à la Coalition pour cette invitation à contribuer au nom de Nantes Université. Merci pour cette invitation à la Coalition. Alors là, je me fais humblement le porte-parole de Nantes Université, de sa présidente Karine Bernot et de son vice-président à la formation et l'éducation ouverte de Nantes Université pour vous faire part aujourd'hui où nous en sommes finalement de cette expérience de la traduction opérationnelle d'une stratégie d'éducation ouverte au sein de Nantes Université qui s'appuie évidemment sur les recommandations de l'UNESCO depuis 2016 à travers son consortium et c'est vraiment avec beaucoup de modestie que je vais vous faire part de premières expériences d'appropriation et quelques repères d'action que nous mettons en œuvre en matière d'accompagnement pour que l'ensemble de la communauté académique proposée tout à l'heure et rappelée par Monsieur Gélassi, eh bien, s'approprie cette démarche de la connaissance comme un bien commun. Vraiment 3 grands temps, très rapidement, le contexte d'intervention, ensuite quelques concepts parce qu'il me semble vraiment opportun et c'est ce qui m'a été demandé de vous faire part aussi des cadres méthodiques que nous utilisons pour accompagner la communauté académique dans les usages des REL, notamment des ressources éducatives libres, dans une stratégie plus globale de sciences pour et avec la société. Et enfin, on terminera par quelques illustrations très concrètes, puisque, eh bien, aligné aux objectifs, il faut savoir que tout ce que l'on met en œuvre aujourd'hui à Nantes Université est rendu public sur notre page Internet, donc ce sera l'occasion aussi de vous faire état de tout cela. Très rapidement, le contexte d'intervention. Comme le rappelait notre premier intervenant au Brésil, en effet, rendre possible auprès de la communauté académique l'utilisation, la fabrication de ressources éducatives libres, c'est s'inscrire dans un projet politique. Et l'établissement Nantes Université ancre bien son projet politique par l'intermédiaire de sa présidente Karine Bernot autour de l'accès aux connaissances, autour d'une société des connaissances comme étant un bien commun. Et donc, c'est en ce sens que l'on peut aussi s'appuyer sur une démarche globale au sein de l'université. Des connaissances utilisables par tous et pour tous. Vous expliquez d'où je parle. Alors, en effet, je suis directeur d'une structure pédagogique, donc qui a pour mission de former aux compétences pédagogiques, d'accompagner de nouveaux projets de formation, d'expérimenter, de tester de nouvelles façons de transférer les connaissances et puis de réaliser la promotion de ces expériences pédagogiques par la recherche. Alors, vous pouvez le constater à l'écran, nous intervenons à différents niveaux, en aide à la décision stratégique au niveau macro. On intervient également pour
faciliter la création de dispositifs de formation, d'accompagnement, d'évaluation au niveau plutôt méso, cette fois-ci. Nous accompagnons également à la transformation des pratiques pédagogiques, c'est le niveau micro. Et enfin, nous utilisons des méthodes d'accompagnement qui amènent les collègues à se sentir suffisamment en confiance pour agir au sein de l'institution. Nous mettons en place depuis maintenant 6 ans un programme d'action qui s'appelle Open pour Ouvrons la pédagogie sur les campus nantais, dont l'objectif est véritablement de faciliter le transfert de connaissances issues de la recherche nantaise vers la société civile. Et donc pour cela, nous avons d'ores et déjà bon nombre d'actions qui ont eu le mérite de voir le jour et dont je vais vous parler maintenant. Alors c'est un tableau qui peut être pas facile à comprendre, donc je vais y aller vraiment tout doucement. Vous dire que nous avons un partenaire privilégié au sein de Nantes Université qui est la chaire UNESCO Ressources éducatives libres et intelligence artificielle dirigée par le professeur Colin de la Higuera et que depuis maintenant de nombreuses années, il est à l'origine, avec son équipe de la chaire, de nombreux projets de recherche autour des usages des ressources éducatives libres, que ce soit par des jeux sérieux, que ce soit pour la création de ressources éducatives libres avec des étudiants et des enseignants, ou bien que ce soit encore pour des ressources éducatives libres les plus accessibles, disponibles et adaptées possibles. Vous dire également que Nantes Université a produit aujourd'hui bon nombre de supports de formation accessibles à toutes et tous et qu'il y a aujourd'hui près de 5000 ressources en Creative Commons au sein de Nantes Université, ce qui correspond à peu près à peine 2% des ressources produites par nos collègues enseignants. Et donc l'enjeu, véritablement, c'est de pouvoir passer à l'échelle. Passer à l'échelle, ça veut dire que tout le monde, finalement, se sente concerné. Que l'on soit un étudiant, que l'on soit un enseignant, un chercheur, un personnel administratif, un collaborateur pédagogique, comment est-ce que finalement, on peut faciliter le transfert de connaissances vers la société civile? Alors, ça va être l'enjeu maintenant de vous présenter quelques cadres que le Centre de développement pédagogique et donc que l'équipe du Centre de développement pédagogique que je pilote met en place au sein de Nantes Université. Parce que passer à l'échelle de façon à ce que tous les collègues se sentent concernés par l'éducation ouverte et le transfert de connaissances, vous comprenez, nécessite un certain nombre de cadres conceptuels et d'outils. L'enjeu, évidemment, c'est d'accompagner à la co-conception d'environnements capacitants. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on souhaite accompagner et créer toutes les conditions favorables pour que les collègues se sentent suffisamment en confiance pour tester, trouver de nouveaux supports de communication, de nouveaux médiums, de nouveaux médias pour transférer les connaissances issues de la recherche, à la fois dans les murs de l'université, pour des usages hors les murs de l'université, en dehors de l'enceinte de l'université. L'équipe du Centre de développement pédagogique a donc pour mission de créer des amorces, c'est-à-dire des temps où l'on va, en effet, générer de la confiance, du test and learn, on va créer des prototypes. En tout cas, on va faciliter la mise en confiance, notamment de la création de ressources éducatives libres qui, aujourd'hui, posent un certain nombre de questions dans les usages auprès de nos collègues. Donc, on va systématiquement s'appuyer, comme sur ce que vous voyez à l'écran, sur des logiques d'usage. Des logiques d'usage, ça veut dire que l'on va donc systématiquement travailler notamment avec nos collègues enseignants sur la dimension psychologique. Comment est-ce que psychological aspect, in other words, ils envisagent eux-mêmes les comportements et les processus dans la création des ressources éducatives. Behavior and the process in the creative. Voir en quoi tout cela a du sens pour eux. See what is the meaning of all this
for them. Et enfin, comment cela peut trouver un écho And dans leur propre pratique. how this can be reflected in their own practice. Nous avons également, donc nous prenons le soin de We créer des temps, ce que l'on appelle des dégels, establish what we call thawing periods, des temps de dégel, c'est-à-dire des temps which means où l'on va an systématiquement interval autoriser during la which traduction. C'est-à-dire will, que on va travailler avec nos collègues enseignants pour savoir allow comment ils se implementation. représentent We will work with l'éducation our ouverte, teaching colleagues in order to comment ils se establish how projettent they dans l'utilisation envisage des open ressources éducatives education, libres dans leur how quotidien they project avec themselves l'ensemble de leurs in their collègues. day-to-day work into across the whole scope of their work. Également, nous nous inspirons de modèles comme le Change Laboratory d'Engelstrom que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire que nos collègues, nous allons donc les accompagner à la fois à traduire leur perception, leur croyance qui les pousse à agir de telle ou telle façon en éducation et dans les apprentissages et dans leurs enseignements. Et s'ils souhaitent passer à la production de ressources éducatives libres, eh bien, on va mettre en place un système de prototypes, de conception de prototypes et de développement. Et pour ça, ça fait écho également à toute la philosophie des Living Labs. Alors, je suis conscient, et je vous prie d'ores et déjà de m'excuser, que l'ensemble de ces modèles peuvent paraître un peu abstraits. Cependant, on va dire que la littérature aujourd'hui renseigne peu sur l'accompagnement finalement mis en œuvre pour que nos collègues et pour que la communauté académique s'approprie au fur et à mesure toute la philosophie de l'éducation ouverte et notamment la production de ressources éducatives libres. C'est pour ça que de manière peut-être un peu rapide et brève, je vous ai présenté ces modèles qui seront à disposition du diaporama qui sera mis à disposition également à la suite de cet exposé. Donc maintenant, je vais juste vous présenter en ligne quelques illustrations. Comme je vous l'évoquais, vous avez donc en ligne la stratégie en éducation ouverte portée par Arnaud Guével, notre vice-président en formation et éducation ouverte de Nantes Université. Et nous avons systématiquement mis à disposition tous nos outils, toutes les méthodes que l'on utilise pour accompagner. Alors, vous retrouverez notre stratégie qui a été produite avec la communauté pédagogique, dont vous retrouvez les grandes étapes ici. Alors, c'est vrai qu'on souhaite aligner le fond et la forme. Créer un commun, c'est pas simplement créer seul. Mais ça a été rappelé, on est dans des logiques de coopération. Et donc, nous nous sommes appuyés sur le potentiel de la communauté académique pour produire une stratégie en éducation ouverte et notamment autour des usages des ressources éducatives libres. Et donc, vous retrouverez ici une photographie des usages, des croyances et des représentations de la communauté académique sur l'éducation ouverte. Ça nous a amené à créer différents types d'ateliers qui sont fondés sur le co-design, sur la pensée design. Et nous en sommes arrivés en novembre dernier à la validation de ces stratégies validées par les instances de l'établissement, notamment le conseil d'administration. Donc, vous retrouverez l'ensemble de ces informations ici sur cette page qui traduisent de la mobilisation et de la sollicitation de l'ensemble de la communauté académique pour contribuer à la mise en œuvre d'une stratégie d'éducation ouverte qui s'appuie sur les recommandations de l'UNESCO. Donc, je vous ai évoqué le contexte, je vous ai présenté quelques concepts, outils, méthodes, et vous pouvez, en naviguant sur la page Internet, retrouver tous les résultats actuels, et encore une fois avec beaucoup d'humilité, sur la mise en œuvre de cette stratégie d'éducation ouverte. Et c'est avec plaisir que nous pourrons partager nos pratiques et nos résultats au fur et à mesure des mois et des années pour lesquels nous pourrons coopérer. Voilà, je vous remercie. Merci Zeynep. Vous pouvez reprendre la main si vous le désirez. Merci beaucoup Arnaud. Le travail que vous faites à l'Université de Nantes est vraiment très innovatif et c'est vraiment un game changer, comme on dit en anglais. Et je vous remercie pour votre présentation vraiment très claire et très extensive en même temps. Avec ceci, j'ai le plaisir de vous présenter une collègue de Genève, Dr. Barbara Klaas. J'ai
son biographie en anglais, donc je vais changer à l'anglais. J'espère que ça vous dérange pas. Je sais que peut-être vous l'avez donné en français, mais j'ai une version en anglais. Je vous remercie. Excusez-moi. Donc, Dr. Class is the research and teaching collaborator at the Chercheuse et collaboratrice à methodology, open education and openness as an emerging paradigm, for example, open science and open societies as well, designing innovative learning experiences with participatory approaches and specifically design-based research. Elle travaille dans le domaine de l'apprentissage à distance à la faculté d'interprétation et de traduction en tant que chercheuse dans le domaine du numérique dans un contexte international avec 3 principales contributions à la science. Elle a contribué à l'éducation ouverte. Je vais commencer par plusieurs prix. Donc, je vais commencer par remercier les organisateurs de la coalition de m'avoir invité à partager aujourd'hui l'expérience de l'Université de Genève et l'expérience un petit peu au niveau suisse, que je vais partager depuis justement ma position d'enseignante-chercheuse à l'Université de Genève. Donc, je vous propose de réfléchir un petit peu d'abord à ces concepts d'ouvert et de libre. Ensuite, je vais vous présenter comment ça se passe au niveau de l'Université de Genève en relation avec le contexte suisse, et je vais terminer avec quelques bonnes pratiques à partir justement de ces expériences. Donc, juste pour préciser, contrairement à l'Université de Nantes, nous ne sommes pas du tout dans la même situation. Par contre, nous avons une pratique très, très ancrée au sein de la culture académique en termes d'ouvert et de libre. Donc, comme moi, d'un point de vue terminologique, vous avez dû remarquer qu'en anglais, on a un seul terme, open, openness, et en français, on a déjà 2 termes, ouvert et libre. Donc, on parle d'éducation ouverte, mais on parle de ressources éducatives libres. Alors, pourquoi est-ce que dans cette langue, on a 2 termes? C'est à partir de cette petite subtilité terminologique, en fait, que j'ai commencé à m'intéresser au concept d'ouvert et de libre qu'il y a derrière toute cette éducation ouverte et libre. Et comme vous le savez, l'éducation ouverte et libre, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'était là au Moyen-Âge, c'était la base en fait de la création, de la naissance des universités européennes. Plus proche de nous, c'était très présent dans les années 70. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'entre la compréhension qu'il y avait de cette éducation ouverte et libre dans les années 70 notamment, et la compréhension qu'on en a aujourd'hui, on voit qu'il y a eu des changements de compréhension. Donc alors que, pour dire très rapidement, pour schématiser, alors que dans les années 70, on était plus dans une dynamique d'émancipation de tout processus social contraignant dans le processus éducatif, aujourd'hui, on se situe à un niveau de granularité beaucoup plus fin et en focalisant sur le contenu, sur les ressources. Bon, là, vous avez un petit peu la suite de cela, mais j'aimerais vous inviter à réfléchir en termes d'opposés, comme nous invite à le faire le collègue Rajiv Jangiani. Il dit « l'opposé d'ouvert, ce n'est pas fermé. L'opposé d'ouvert, c'est cassé, dysfonctionnel, broken en anglais. » Et donc réfléchir à l'ouvert depuis les opposés, je pense que c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant. Voilà, donc après cette petite introduction, je vais vous parler de ce qui se passe à l'Université de Genève. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les pratiques ouvertes et libres, elles existent depuis plus de 20 ans, notamment à TECFA. Et au cours de votre cheminement, vous avez probablement rencontré le fameux EduTech-Wiki qui a été créé en 2006 par Daniel Schneider. Donc, il y a des pratiques ouvertes et libres qui existent, qui sont là, non seulement à TECFA, mais aussi ailleurs dans la communauté de l'Université de Genève. Mais il n'y a pas de stratégie institutionnelle actuellement sur l'éducation ouverte et libre. Par contre,
il y a une stratégie institutionnelle, il y a une feuille de route sur la science ouverte, et la science ouverte est bien implémentée et bien supportée au niveau institutionnel. Donc, si vous voulez, dans la lancée ouverte par la science ouverte, le rectorat a mandaté un groupe de travail en 2022 pour réaliser un rapport et évaluer les risques et les enjeux, les risques et les opportunités de l'éducation ouverte et libre pour l'institution, en vue de fonder les bases d'une stratégie institutionnelle. Toujours au niveau de l'institution, et vous savez, comme les bibliothécaires et la bibliothèque sont des acteurs importants, notamment en termes de ressources. Donc la bibliothèque de l'Université de Genève soutient énormément le mouvement des ressources éducatives libres et elle organise sa prochaine conférence annuelle sur cette thématique le 11 mai. Alors, ce qui se passe à l'Université de Genève, ça se passe aussi de manière un petit peu différente peut-être, mais dans les autres universités suisses. Et ce qui est assez intéressant, c'est que nous sommes en dialogue entre les différentes institutions. Ça se passe aussi grâce à ce niveau que j'appelle super institutionnel, parce qu'on a ici en Suisse Swiss Universities, qui est la fêtière des hautes écoles, et qui fait des appels à projets. Donc, forcément, ce sont des projets qui intéressent la communauté académique. Donc, sur les années 2021-2024, elle a lancé un projet sur les compétences numériques. Et dans le cadre de cet appel, il y avait un projet extrêmement intéressant qui a été retenu, dont le lead est le PFL. C'est vraiment un projet fédérateur qui regroupe 13 hautes écoles suisses. Donc, vous savez qu'on a 4 langues nationales. Donc, les 4 langues nationales sont représentées. Les différents types de hautes écoles sont représentés dans ce projet avec des orientations. Chacune est en charge un petit peu d'une dimension. Donc, développer la communauté, développer la formation des enseignants, etc. Et ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est que, donc, à la base, on part sur la formation aux compétences numériques par les ressources éducatives libres et par les plateformes ouvertes. Et par ailleurs, Swiss Universities est actuellement en train d'étudier ces calls pour 2025-2028 et il est notamment question éventuellement d'ouvrir un appel sur l'éducation ouverte et libre. Donc là, je vous mets justement quelques exemples de ce qui se passe au niveau suisse. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller cliquer sur ce lien. Plusieurs institutions sont notamment en train de travailler sur la création d'une archive de ressources éducatives libres. Et il y a aussi de la recherche qui se fait sur l'éducation ouverte et libre et les REL, notamment avec des travaux de doctorants. Maintenant, pour terminer cette présentation et essayer de voir comment est-ce que ce qui se passe ici pourrait être une source d'inspiration pour d'autres pays, en adaptant, bien entendu, j'aimerais présenter 4 bonnes pratiques. Donc, tout d'abord, la première, c'est que la recommandation sur les ressources éducatives libres de l'UNESCO et la recommandation sur la science ouverte, parce que forcément, quand on parle depuis la perspective de l'enseignant-chercheur, les deux sont vraiment, vraiment importants et tout à fait complémentaires. Donc, ces 2 recommandations représentent des instruments pour valoriser les pratiques ouvertes et libres qui existent déjà dans les institutions, pour les développer davantage. Si vous voulez, c'est une forme de reconnaissance. Ces instruments offrent aussi un levier pour établir une stratégie institutionnelle, en plus d'expériences, bien sûr, comme vient de le montrer le collègue de Nantes. La deuxième bonne pratique, c'est cette approche projet, avec une dynamique à la fois bottom-up et à la fois top-down. Donc, on a des gens de la pratique qui viennent proposer des projets en relation avec l'éducation ouverte et libre, les ressources éducatives libres, et on a les décideurs qui permettent à ces projets de se développer.
La troisième bonne pratique, et c'est vraiment le cœur de ce qui s'est passé à l'Université de Genève, c'est ce fameux groupe de travail mixte avec vraiment des parties prenantes institutionnelles extrêmement diverses. Donc il y avait autant des enseignants-chercheurs que des décideurs, que des bibliothécaires, que des juristes, des gens de la formation continue, des gens de la formation initiale. Enfin, vraiment une diversité qui nous a permis de regarder les choses de perspectives diverses pour cartographier l'existant au niveau de l'institution, pour comprendre l'éducation ouverte et libre et les ressources éducatives libres de manière contextuelle, parce que je pense que c'est extrêmement important de comprendre ces choses-là depuis les contextes, de définir justement des variables clés contextuelles. Chez nous, par exemple, le discours s'est très vite articulé autour de ce qu'on a appelé les 3 C, contenu, compétences, certification. Et je précise que dans certification, il y avait aussi l'accès à la formation. Et ça nous a aussi permis d'imaginer des scénarios pour créer la future stratégie. Enfin, pour terminer, j'aimerais vraiment insister sur la communauté de pratique, qu'elle soit nationale ou internationale. La communauté de pratique éducation ouverte et libre est extrêmement vivante, dynamique, soutenante, et ça permet vraiment de mutualiser les expériences, de profiter de ce que font les uns et les autres, et vraiment de mutualiser en fait ce qui se passe et faire avancer la thématique de l'éducation ouverte et libre. Maintenant, j'aimerais quand même attirer votre attention sur le fait qu'il y a parfois des tensions entre le fond et la forme et être vraiment attentif à cet élément-là. Je pense que ça permettrait de gagner encore en qualité. Et pour terminer, j'aimerais inviter tous les acteurs, que ce soit les chercheurs, les gens des communautés, les gens de la société civile, à vraiment réfléchir sur ces concepts d'ouverture et de liberté pour comprendre vraiment de manière profonde l'envergure que ces ouvertures et ces libertés peuvent apporter en éducation. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis à disposition pour les questions. Merci beaucoup, Dr. Klaas. Merci pour votre intervention et votre soutien. C'est très intéressant. C'est la première fois que j'ai entendu vraiment la distinction entre libre et free et ouverte. Et c'est très intéressant. Et merci aussi d'avoir commencé avec cette subtilité qui est en fait très importante dans nos discussions. Nous avons eu des institutions, le secteur de santé et le gouvernement. Et on voit très bien que l'utilisation de la recommandation est très et très divers. Avec ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions ou des discussions, des points de discussion que quelqu'un voudrait soulever? Est-ce qu'il y a des collaborations entre Nantes et la coalition autour de UNG? Dr. Klaas, est-ce que vous souhaiterez répondre? Alors, est-ce qu'il y a des collaborations entre Nantes en la coalition autour de l'UNIGE? Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question, mais en tous les cas, il y a des collaborations fortes entre Nantes et l'Université de Genève, oui. Si c'était ça la question. Il y a une autre question, mais je ne sais pas si ça a été... est-ce qu'il y a... Sous quelle forme? Mais peut-être, Barbara, tu peux évoquer le GTNUM, si tu veux, par exemple. Non, mais vas-y. Non, mais la question, elle est intrigante. Oui, alors il y a des coopérations. Alors à différents niveaux, ça peut être des coopérations scientifiques, ce dont a contribué Barbara et qu'elle nous a proposé dans sa présentation aujourd'hui. Il y a différents groupes au niveau national qui sont créés aussi pour faciliter ces coopérations en réseau et agir sur finalement la dimension scientifique des usages des ressources éducatives libres, alors plus globalement sur notamment les usages du numérique en éducation. Et c'est vrai que c'est aussi dans ce contexte qu'on a eu l'occasion d'avoir des échanges et des productions scientifiques communes, voilà, dans le cadre de ces groupes de travail interétablissements. Et après, plus globalement, c'est vrai que, et je laisserai par contre Barbara pour l'UNIGE, concernant Nantes Université aujourd'hui,
il y a plusieurs coopérations et vous, sur le site internet, d'ailleurs, on en fait la promotion, qui sont de nature à plutôt faire réseau sur les bonnes pratiques autour de la mise en œuvre de l'éducation ouverte et des recommandations de l'UNESCO en général autour du tissage entre connaissances et société, sciences et société. Donc, il y aurait beaucoup à dire, mais aussi beaucoup à inventer. Et j'invite le collègue, à la limite, à nous dire de quel établissement il est pour qu'à la limite, nous poursuivions, non plus à deux, mais en trio pour la suite, si besoin il en était. Bon, merci beaucoup. Merci. Je pense que vous pouvez envoyer des messages directement à Arnaud et à Dr. Klaas si vous souhaitez. Je vous remercie. Je remercie tous les intervenants. Le Dr. Jolassi qui malheureusement a dû nous quitter un petit peu plus tôt. Carlos, Nivo, Arnaud, Barbara, tout le monde, merci beaucoup pour vos interventions. Je pense que vous avez vraiment illustré à quel point les ressources éducatives libres, c'est vraiment à la base le partage de connaissances. Yes. Zeynep, Yes. Zeynep, 30 secondes. Je vous invite tous à notre 29e conférence des technologies de la communication qui se tiendra au Costa Rica. Nous allons évoquer les REL, l'éducation ouverte, et il s'agit du Conseil international pour l'éducation à distance et nous serions ravis de vous compter parmi nous lors de notre conférence au Costa Rica, et Zeynep y sera très certainement. Oui, merci Carlos, merci. Et je vois que nous avons une question de Madame McCarthy. La question concerne les différentes stratégies pour permettre l'apprentissage en dehors de l'école. Et il s'agit donc des stratégies pour apprendre, pour la lecture notamment, en dehors de l'école. En fait, les ressources qu'on a produites, c'est surtout pour l'éducation qui concerne le programme scolaire, pas pour l'éducation informelle. OK. Puis les autres, I think the other interventions were OK. Et je crois que les autres interventions concernent l'enseignement supérieur. Y a-t-il des contributions sur ce point-là? Pour le coup, je peux tenter une réponse, Zeynep. Alors, si j'ai bien compris aussi la question, on évoquait le dans et le hors les murs, la question de l'autonomie dans l'apprentissage et le fait que ce soit formalisé, donc avec un environnement académique, ou bien informel et laissé à l'autonomie de la personne d'apprendre finalement dans son propre contexte, dans sa vie quotidienne. Et là-dessus, en tout cas, il y a un enjeu sur lequel nous, on souhaite travailler à Nantes Université avec la ville de Nantes et avec, en fait, sur le territoire, c'est la question des espaces, la question des nouvelles formes d'espaces finalement d'apprentissage. Alors, des espaces d'apprentissage qui peuvent être numériques, des espaces qui peuvent être physiques, des espaces qui peuvent être avec plusieurs générations de personnes. C'est pas forcément incarné par l'école ou l'université, c'est peut-être incarné par d'autres actions ou initiatives du citoyen qui génèrent finalement du troc de compétences ou du transfert de connaissances. Et en effet, en tout cas, c'est une très belle question qui mériterait à elle seule très certainement des retours d'expérience sur le fait qu'on peut apprendre dans et hors les écoles, et qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est bien un mouvement citoyen. Et on a un autre exemple en France sur ce qu'on appelait les réseaux d'échange réciproques de savoir, qui sont en fait ces formes d'animation, voilà, de transfert de compétences entre les collègues, entre les citoyens, pardon, et qui pouvaient prendre des formes totalement diverses et variées pour apprendre ensemble et créer des communs ensemble avec des nouveaux espaces. Donc là-dessus, c'est vrai que tout ce mouvement autour des tiers-lieux, autour de ces nouvelles formes d'environnement où tout à chacun peut venir tant apprendre de l'autre que donner à l'autre, eh bien, ça fait partie des nouvelles formes, en tout cas de politique publique, en tout cas de la ville de Nantes, sur lesquelles
il sera intéressant de pouvoir s'appuyer nous-mêmes et sur lesquels on s'inscrit nous-mêmes dans la politique de notre université, cette coopération avec la cité cette fois-ci, pour créer de nouveaux espaces d'apprentissage. Donc c'est une très belle question. Merci beaucoup, Arnaud. Merci beaucoup d'avoir pris la question et votre réponse. Donc, with that, I think we have to close. Sur ce, je crois que nous devons terminer, car nous avons déjà dépassé l'horaire, mais je voudrais vous remercier très vivement de votre participation, d'avoir pris le temps sur vos emplois du temps très chargés. Nous remercions aussi nos intervenants, naturellement nos interprètes qui ont gentiment accepté de rester avec nous 11 minutes de plus. Merci aux techniciens et merci à mes chers collègues. Merci à mes très chers collègues qui ont travaillé en coulisses pour que tout cela fonctionne. Merci beaucoup, à la prochaine fois. Et je vous souhaite une excellente semaine de l'éducation ouverte. Très bonne soirée, au revoir.